Souvent on entend que les pénaltys, les séances de tir au but, c'est une loterie. Et aujourd'hui, on va se plonger dans les moindres détails d'une séance de tir au but pour vous montrer toutes les raisons pour lesquelles ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec une loterie. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après un mois d'Euro où sur la chaîne j'ai fait que des lives. Je me réjouissais de me retrouver à nouveau comme ça face à la caméra et me retrouver sur ce format que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui nous a beaucoup occupé au cours du dernier mois, les séances de tir au but. On a entendu dire, Hugo Lloris ou Unai Simon, que les séances de tir au but, de toute façon, c'était une loterie. Et c'est fou d'entendre encore ces discours aujourd'hui et surtout dans la bouche des professionnels du football. La bonne nouvelle pour nous, c'est que les tirs au but, ils ont été étudiés en long et en large par les scientifiques. Il y a une littérature incroyable à ce sujet. Les économistes se sont énormément penchés sur la question et on peut affirmer en toute certitude aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec une loterie. Alors, avant de commencer la vidéo, une petite précision pour être très honnête. Au moment où j'étais en train de finir le script, il me restait juste une information à aller chercher dans une vidéo que j'avais déjà vue et je suis tombé sur une autre vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Les Pieds Carrés qui parle aussi des tirs au but. Certaines informations que j'avais dans mon script, il les mentionne aussi dans sa vidéo. Du coup, je me suis dit, est-ce que je fais pas ma vidéo? Mais en même temps, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'hésitais pas mal et au final, c'est vrai qu'il y a certaines informations qui se recoupent parce qu'elles proviennent des mêmes sources, mais je pense que finalement les deux vidéos se complètent pas mal, il y a certaines choses que je dis que lui dit pas et vice versa, du coup je vous encourage à aller voir sa vidéo. Et avant de commencer, avant de passer en revue l'entier d'une séance de tir au but pour vous prouver là où je veux en venir, une petite information comme ça pour vous mettre l'eau à la bouche. Les joueurs qui considèrent que les séances de tir au but sont une loterie, au moment d'aller tirer, ils ont beaucoup plus de chances de sentir, de vivre une anxiété, d'être dans un état d'anxiété qui pourrait les paralyser au moment d'aller tirer. Vu que ça dépend de la chance, du hasard, ils n'ont pas le contrôle sur l'événement, et ça c'est source d'anxiété, et plus vous êtes anxieux, plus vous pouvez rater. A l'inverse, les joueurs qui sentent qu'ils sont en contrôle, que ça dépend d'eux, ils sont beaucoup moins à même de vivre ces situations d'anxiété paralysante, ils ont beaucoup plus de chances de marquer. Cela dit, commençons par le déroulé d'une séance de tir au but. Il faut analyser le moment le plus important de la séance. Ça tombe bien, c'est le premier, le tirage au sort. Le tirage au sort, pour le coup, c'est un moment où la chance ou le hasard interviennent. On le sait, l'équipe qui tire en premier a 60% de chances de remporter la séance. C'est 20% de différence entre l'équipe qui tire en premier et celle qui tire en deuxième. Ils sont absolument décisifs. Sur cet Euro 2020 par exemple, il y a eu 4 séances de tir au but, les 4 équipes qui ont tiré en premier ont remporté la séance et c'est pour ça que certains aimeraient réformer les séances de tir au but avec un format A, B, B. A, ce serait sûrement une façon d'atténuer ce différentiel qui est absolument décisif. Mais il faut quand même dire qu'il y a certains capitaines qui remportent le tirage au sort et qui choisissent de tirer en deuxième. Il faut être absolument fou pour faire ça. Buffon en 2008 avec l'Italie, ou Gabi en 2016 avec l'Atlético, ils avaient remporté le tirage au sort, ils ont choisi de tirer en deuxième. Vous avez un avantage de 20% et vous choisissez de le jeter à la poubelle comme ça, c'est absolument criminel. Mais ça, c'est peut-être le moment le plus important de la séance. Et ensuite, en tant que spectateur, nous ce qu'on voit, c'est les tireurs défiler. Il faut se pencher sur l'ordre des tireurs. Si moi je suis entraîneur, quand est-ce que je décide de faire tirer mes meilleurs tireurs? Moi, je les mettrais à la première et à la 4e place. La première parce que c'est fondamental de commencer la séance du bon pied. Le premier penalty, même si c'est pas le plus difficile, il donne le ton dans la séance et vous n'avez pas envie de rater votre premier penalty, surtout si vous tirez en deuxième. C'est comme au tennis, quand vous servez en deuxième dans un set et que vous vous faites breaker, ensuite pour revenir à niveau, vous devez remporter 3 jeux de suite. C'est la même chose ici. Et pourquoi en 4e? Eh bien, parce que souvent, dans beaucoup de séances de penalty, je me souviens plus le chiffre, mais je ne me demande pas si c'est 58% par là, le 4e penalty, c'est le penalty décisif, on ne va même pas au 5e penalty. Et puis l'autre raison, c'est parce que si vous ratez votre 4e penalty, dans beaucoup de cas de figure, vous donnez une balle de match à votre adversaire. Du coup, le 4e penalty, vous voulez vraiment le réussir, soit pour pas être éliminé, soit pour pas donner une balle de match à votre adversaire sur le 5e penalty. Une fois qu'on a l'ordre des tireurs en tant que spectateur, nous, on peut s'intéresser à une chose, c'est la technique des joueurs. Parce que les penaltys, c'est un geste technique.
Un penalty bien tiré, c'est un penalty inarrêtable. Cette idée selon laquelle on dit au tireur, tu choisis une zone et tu tires bien dans cette zone, c'est parfaitement valide. Le Chili, par exemple, c'était une machine à gagner des séances de tir au but. Entre les Copa América et la Coupe des Confédérations, sur les 4-5 dernières années, ils ont remporté 4 séances de tir au but. Pourquoi ? Parce qu'ils les tirent magnifiquement bien. C'est parfait la façon dont ils les tirent généralement. Vous avez deux options du coup pour réussir le penalty parfait. Soit vous le mettez en lucarne ou sous la barre, là le gardien ne pourra jamais l'arrêter. Dans une étude israélienne où ils avaient analysé plus de 300 penalties, l'entier des penalties cadrés qui allaient dans les lucarnes ou juste sous la barre, c'était but. 100% de réussite, c'est vrai que c'est pas le geste technique le plus facile à réaliser. Ou l'autre option alors, c'est de réussir le contre-pied parfait, à la Neymar, à la Sergio Ramos. Attendre, forcer le gardien à plonger d'un côté et tout tranquillement mettre le ballon de l'autre côté. Neymar et Ramos, ils sont absolument fantastiques sur ce genre de contre-pied-là. Il faut quand même dire que pas tout le monde a les capacités techniques pour le faire. Vous vous souvenez peut-être de Jorge Molina, joueur de Getafe qui a raté son penalty de cette façon contre l'Inter la saison passée en Ligue Europa. Vous vous souvenez peut-être des tireurs suisses face à l'Espagne qui ont voulu répliquer ce qu'ils avaient fait contre Hugo Lloris et au moment où le gardien plonge, eux ils n'arrivent pas à changer la direction dans laquelle ils vont tirer et ils se ratent lamentablement. Pas tout le monde a la qualité technique pour réussir ce genre de penalty absolument parfait, absolument inarrêtable. Pas tout le monde peut réaliser des contre-pieds parfaits, quand même important de le préciser. Les joueurs d'une moindre qualité technique, dans les séances de tir au but, c'est une vraie plaie. C'est un peu malheureux à dire, mais c'est comme ça. En fait, dans les séances de tir au but, il y a plein de joueurs qui tirent, mais qui n'ont pas l'habitude de tirer. Un Saka, un Maguire, un Bonucci, un Rodri par exemple, un Fabian Schär, et ces joueurs-là, ils ont beaucoup plus de chances de rater. Ils ont beaucoup plus de chances de commettre ce penalty qui est terrible, qui me rend absolument fou. Vous savez, vous tirez d'un côté, mais pas du tout proche du poteau, à 50 cm, 1 mètre du poteau, et en plus à mi-hauteur, il suffit que le gardien parte du bon côté et il l'arrête à tous les coups. Vous êtes mort. Ce genre de penalty, je suis désolé, mais c'est absolument interdit. Ce que Belotti a fait par exemple en finale de l'Euro. Et puis il faut aussi dire que les joueurs qui tirent moins, qui sont moins habitués à tirer, s'ils sont droitiers, on le sait, hein, c'est prouvé statistiquement, ils ont tendance à tirer à la droite du gardien. S'ils sont gauchers, ils ont tendance à tirer à la gauche du gardien. Et les gardiens, ils le savent et ils s'adaptent beaucoup plus facilement. Et pour ce genre de tireurs-là, c'est pas si facile de tirer de leur côté non naturel. C'est pour ça que lors des séances de penalty, les défenseurs, ils ont tendance à rater plus que les autres. Même si parfois vous avez des bonnes surprises à la Maguire ou le David Luiz qui vous mettent un truc en lucarne. Les gardiens aussi, le côté technique dans les séances de penalty, il est très très important. On a peut-être une indulgence qui n'est pas toujours bien placée envers les gardiens, je trouve. Si vous regardez la dernière séance de tir au but en Europa League, la finale Manchester United-Villarreal, les gardiens ils ont été catastrophiques. Et on doit être exigeant avec les gardiens dans les séances de tir au but. Si tu plonges d'un côté, tu plonges bien. C'est pas possible de plonger d'un côté et de ne pas arrêter le penalty. À part si le penalty est vraiment collé au poteau. Ok, là tu as le droit. Mais si le penalty n'est pas collé au poteau et tu plonges du bon côté, tu dois l'arrêter. Tu dois t'étendre jusqu'au bout. L'aspect technique pour les gardiens, vraiment, il est fondamental. Mais nous, en tant qu'observateurs extérieurs, parfois on a tendance un peu à le délaisser. Dans les séances de tir au but, une autre chose qui est fondamentale, c'est la stratégie. En tant que téléspectateur, ça c'est pas toujours facile à analyser. L'une des séquences les plus fameuses à ce sujet-là, c'est Jens Lehmann contre l'Argentine à la Coupe du Monde 2006. Il avait bossé la stratégie, il avait étudié les tireurs argentins et il s'était adapté à eux. Deux exemples pratiques pour vous montrer à quel point la stratégie peut être importante. Finale de Ligue des Champions 2008, Edwin van der Sar contre les tireurs de Chelsea. Il s'était rendu compte, à l'analyse, les gens de Chelsea, qu'Edwin van der Sar, il avait tendance à plonger contre les droitiers à sa droite, contre les gauchers à sa gauche, mais à le faire de façon beaucoup plus fréquente que la majorité des gardiens. Du coup, les tireurs de Chelsea, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient droitiers, ils tiraient à gauche. Quand ils étaient gauchers, ils avaient la consigne de tirer à droite. Et puis, autre exemple, Keylor Navas, finale de Ligue des Champions 2016 contre l'Atlético. Tous les tireurs de l'Atlético ont tiré à l'inverse de ce qu'ils avaient fait plus tôt dans une séance de penalty lors de la même édition de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Du coup, Keylor Navas, à chaque fois, il était pris à contre-pied. Tout le travail qu'il avait mis en place avec le préparateur des gardiens, où il avait étudié les tireurs adverses, regardé où ils tiraient sous pression, regardé leur côté préférentiel, à la poubelle.
Jusqu'au moment où il s'est rendu compte lui aussi du truc, il a plongé du bon côté, et là il n'a pas arrêté le penalty, mais c'est Juan Fran qui a tiré sur le poteau. Mais on voit comment du côté des tireurs, on s'adapte à la stratégie des gardiens, et comment du côté des gardiens, on peut aussi s'adapter en cours de séance à la stratégie des tireurs. À ce stade de la vidéo, une petite question comme ça. Comment est-ce que les Ronaldo, les Messi, les Rashford, ces joueurs qui tirent énormément de penalty dans l'année, doivent tirer leur penalty dans une séance de tir au but? Parce qu'en fait, à force de tirer tellement, ils laissent énormément d'informations aux gardiens. On a une base de données incroyable pour étudier la façon dont ils tirent. C'est pas comme un Saka qui aurait tiré seulement 2 penalty en carrière. Les gardiens, ils savent comment Ronaldo, Messi, Rashford tirent. Du coup, comment est-ce qu'ils doivent faire pour tromper les gardiens? Comment est-ce qu'ils doivent faire pour éviter, par exemple, que tout d'un coup le gardien se calque sur la stratégie d'un Diego Forlán qui tirait à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche? La solution, c'est de varier. Un bon tireur de penalty, c'est un tireur imprévisible. En fait, l'idée, selon un spécialiste qui s'appelle Ignacio Puerta, ce serait de tirer 60% de votre côté préférentiel, 40% autre part. Ronaldo, ça, il le fait super bien. Son côté préférentiel, c'est à gauche. Il les frappe généralement coup du pied et très proche du poteau. C'est comme ça qu'il tire généralement. Mais dans 40% des cas à peu près, il change. En lucarne, au milieu, tirer différemment. Et ça rend la chose absolument imprévisible et les gardiens ne peuvent pas, ils peuvent pas calquer leur stratégie sur les tireurs. Et les gardiens de leur côté, eux aussi, ils doivent, c'est pas un terme en français, mais randomiser, varier, rendre hasardeux leurs interventions. Ils ont aussi, comme les tireurs, un côté naturel, mais ils ne peuvent pas toujours se jeter du même côté. Du coup, eux aussi doivent varier la direction de leur plongeon. Il y a une chose jusque-là que j'ai pas mentionnée dans la vidéo, c'est qu'on peut tirer au milieu. 29% des pénaltys sont tirés au milieu, et dans seulement 6% des cas, les gardiens restent au milieu. Conséquence, vous avez un taux de réussite quand vous tirez au milieu qui est absolument phénoménal. Mais vous le savez peut-être, c'était expliqué dans une vidéo du Monde qui avait beaucoup tourné à l'époque. Si en tant que joueur, vous ratez votre penalty en tirant au milieu, c'est un peu la honte. Si en tant que gardien, vous restez au milieu et on tire sur un côté, c'est comme si vous n'aviez pas plongé, vous avez été inactif dans l'esprit des gens, vous vous faites critiquer. Là, on rentre dans le gros de la vidéo, le côté psychologique des penaltys qui influence tellement de choses. Avant, je vous parlais du fait que les joueurs qui croient que les penaltys sont une loterie ont plus de chances d'expérimenter une anxiété paralysante qui les ferait rater. Un aspect psychologique hyper important là, déterminant. Les Pécari, il en parle dans sa vidéo, c'est une chose qui a pas mal tourné sur Twitter aussi. Les joueurs qui font partie d'une équipe qui a perdu sa dernière séance ont 66% de chances de rentrer leur tir, et ça s'élève à 85% pour les joueurs qui font partie d'une équipe qui a remporté sa dernière séance de tir au but. Il y a un côté historique qui joue énormément, c'est pour ça que l'Allemagne a remporté beaucoup de ses séances, c'est pour ça que l'Angleterre, maudite, a perdu beaucoup de ses séances. Vous avez aussi tout un aspect qui est fondamental dans la préparation du penalty. Ça, en tant que téléspectateur, on peut l'analyser. En tant que téléspectateur, on peut s'amuser à mesurer le niveau de stress des tireurs. Pas du tout avec la précision de plein d'études qui se concentrent sur le sujet, mais ça peut être assez amusant, ça peut parfois nous donner une idée. Plusieurs indicateurs pour ça. Est-ce que, à un moment donné, après avoir placé le ballon, le tireur tourne le dos au gardien? Est-ce qu'il cherche à éviter le regard du gardien? Est-ce que sa préparation est hyper rapide? Morata contre l'Italie, c'est vraiment ça. Tu sens qu'il est vraiment un peu hyper actif, hyper rapide dans sa préparation. D'ailleurs, sur les pénaltys très stressants, généralement les pénaltys avancés de la séance, les joueurs ont tendance à écourter leur temps de préparation, à éviter le regard du gardien parce qu'ils sont très stressés. Aussi, après le coup de sifflet de l'arbitre, tirer rapidement, c'est synonyme de plus de chances de marquer son penalty. Attendre beaucoup, synonyme de moins de chances. Aussi, devoir attendre beaucoup de temps pour que l'arbitre siffle, ça peut vous faire rater plus de penalty. Des petites choses comme ça qu'on peut analyser en tant que spectateur. Une autre donnée comme ça qui est très interpellante pour le coup, c'est que les joueurs quelconques ont tendance à marquer davantage leur penalty que les stars. En fait, les stars, avant d'avoir reçu un trophée individuel, en moyenne, elles rentraient, selon une étude, 88% de leur penalty, là où après avoir reçu un trophée individuel, elles n'en rentraient que 65%. Pourquoi? À cause de la pression qui dérive du statut. Vous êtes une star, il y a beaucoup d'attentes autour de votre personne, on s'attend à ce que vous marquiez, on s'attend à ce que vous, au moins, parce que vous êtes un grand joueur, vous ne faillissiez pas,
Et ça peut vous faire rater. Pensez à Mbappé contre la Suisse, par exemple. Pensez au raté de Ronaldo en 2008, en 2012 avec le Real Madrid. C'est pour ça, selon cette étude, que les joueurs anglais et les joueurs espagnols, sur leur histoire, ils ont eu tendance à sous-performer dans les séances de tir au but. Parce que c'était des grands joueurs qui avaient beaucoup d'attentes autour d'eux, et en plus il y avait des facteurs historiques qui étaient derrière ça, et ça faisait qu'ils rataient leur penalty. Et puis évidemment, il y a le taux de fatigue des joueurs au moment de tirer qui joue. Il y a aussi l'âge d'un joueur, et ça c'est surprenant, mais les joueurs en dessous de 23 ans réussissent mieux leur penalty que les joueurs en dessus de 23 ans, mais j'ai pas réussi à trouver la cause de ce différentiel. Et puis il y a le moment de la séance, quand vous pouvez donner la victoire à votre équipe, vous avez 92% de chances de marquer. Il faut s'imaginer du coup que ce penalty de Jorginho raté contre Jordan Pickford, c'est une exception. Il fait partie de ces 8% d'exception. Et quand on ajoute à ça que c'est Jorginho qui rate jamais, franchement c'est une anomalie statistique ce penalty raté qu'aurait pu donner la victoire à son pays. Ensuite ça a raté. Revenons-en à présent aux gardiens. En plus des stratégies qu'ils peuvent mettre en place, il y a une chose qui fonctionne assez bien, c'est l'intox. Déconcentrer le tireur adverse. Et pour ça, il y a 4 stratégies que j'ai identifiées. La première, le bluff. Jens Lehmann contre Cambiasso, Coupe du Monde 2006. Jens Lehmann, il regarde Cambiasso, il regarde son petit papier où il a annoté où les tireurs argentins avaient l'habitude de s'exécuter, mais sur Cambiasso, il n'y avait rien du tout, pas assez de données disponibles. Mais il a fait croire à Cambiasso qu'effectivement son nom, il était sur le papier, qu'il savait tout de lui. Cambiasso a raté. Une autre stratégie concernant le bluff, c'est que si tu te places entre 6 et 10 cm plus d'un côté de la cage que de l'autre, pour le tireur, ça, c'est pas forcément perceptible et tu peux produire 10% de tir de plus du côté ouvert de ta cage. Si tu te places 6 cm un peu plus sur la gauche, tu pourras provoquer 10% de tir en plus vers la droite. Tu plonges vers la droite, tu arrêtes le penalty. Deuxième stratégie, le trash talk façon NBA au moment des lancers francs. Vous avez peut-être vu ce qui s'est passé entre Martinez et Yeremina à la Copa América où il disait « Toi, je te connais, je vais arrêter ton penalty ». Il l'a complètement déconcentré. Il a arrêté le penalty. Troisième stratégie, la danse. Unai Simon contre la Suisse. Jerzy Dudek, Bruce Grobbelaar, c'était vraiment des spécialistes. Ils dansaient sur leur ligne et ils déconcentraient les tireurs adverses. Il y a une étude qui a montré que vous ne pouvez pas faire abstraction du gardien dans une séance de penalty. Même si vous vous dites je vais la tirer là et vous imaginez la cible, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Pourquoi ? Parce que imaginer une cible, c'est quelque chose d'abstrait. Vous devez visualiser dans votre tête quelque chose qui n'existe pas face à vos yeux. En revanche, le gardien, lui, il existe vraiment, vos yeux, ils le voient, ils ne peuvent pas effacer le gardien, et forcément, votre regard va être attiré par le gardien. C'est impossible que votre regard ne soit pas attiré par le gardien, par ses mouvements, par ses bras, et du coup, plus le gardien capte votre regard avec une danse, il peut accentuer ça, plus vous avez de chances de ne pas réussir vraiment bien à visualiser votre cible et de rater votre penalty. Et la quatrième et dernière stratégie, c'est faire attendre le tireur. On le disait avant, plus le tireur doit attendre le coup de sifflet de l'arbitre, plus il a de chances de rater. Une dernière chose qui joue vraiment dans les séances de penalty, c'est une étude qui le démontre, et ça je ne m'attendais pas du tout, les célébrations. Finale de Ligue des Champions, 2016 à nouveau, Lucas Vazquez, au moment d'aller tirer son penalty, ses coéquipiers ils sont hyper tendus. Lui, il prend le ballon, il le fait tourner sur son doigt comme ça, comme s'il faisait partie des Harlem Globetrotters, il marque son penalty et la célébration hyper effusive. Pirlo contre l'Angleterre en 2012. Panenka contre Joe Hart. Ce genre de choses-là, elles produisent un effet chez les coéquipiers. Ça envoie un message, vous avez une situation hyper tendue et vous avez un coéquipier qui lui affiche une maîtrise totale et ensuite il célèbre. Les séances de penalty, elles se jouent aussi sur les messages qu'on envoie. Et quand un joueur célèbre vraiment, ça produit quelque chose chez ses coéquipiers. L'étude, elle a une phrase que je vais vous lire. Premièrement, les célébrations qui montrent de la fierté, elles ont un impact positif sur les coéquipiers. Et en deuxième lieu, les célébrations qui montrent un signe, un comportement dominant comme ça, où on domine l'adversaire, elles ont un effet négatif chez l'adversaire. Du coup, les messages que vous envoyez quand vous allez tirer ou quand vous marquez, ils ont vraiment un impact sur leur coéquipier. Il y a une transmission émotionnelle, une espèce de contagion émotionnelle, c'est ce que l'étude nommait une convergence des émotions. Du coup,
faisons un petit résumé de ce à quoi on peut être attentif en tant que téléspectateur et ce à quoi les joueurs devraient aussi être attentifs. 1. Le tirage au sort. 2. L'historique. Ensuite, les caractéristiques du joueur. Est-ce que c'est un défenseur? Est-ce que c'est un attaquant? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce que c'est une star? Ensuite, le langage corporel. Le temps après que l'arbitre a sifflé. Aussi la stratégie qu'on adopte. Le comportement des gardiens. Qu'est-ce qu'ils font sur leur ligne? Est-ce qu'ils dansent? Est-ce qu'ils tentent de faire du trash talking? Etc. etc. Et enfin, les célébrations. Ça, c'est la petite liste qu'on doit avoir en tête au moment d'analyser une séance de penalty. Ça peut vraiment nous donner des indications hyper intéressantes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, j'aurais eu vraiment beaucoup de plaisir à la faire. J'adore ce genre de vidéo. J'ai appris beaucoup de choses en la faisant aussi. J'espère que c'est votre cas. Et maintenant, j'espère que vous avez tous les arguments pour démonter les gens qui vous disent les penalties, non, c'est de la loterie. Non, non. Là, vous avez vraiment un stock pour éradiquer cette pensée de la face de la Terre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à la partager aussi auprès d'amis qui pourraient justement contribuer à la cause. Et nous, on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche, 10h. Allez, à toutes!